Bonjour, je m'appelle Ismaël Mkawi Alaoui, professeur de physique, faculté des sciences Mlaliya, Université Qadi Iyad. Le cours de thermodynamique est destiné aux étudiants de SVT S1. Ce cours contient 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est une introduction à la thermodynamique et au gaz parfait. Le deuxième chapitre traite le premier principe. Et le troisième chapitre parle du deuxième principe de la thermodynamique. On commence par le premier chapitre, éléments de thermodynamique et gaz parfait. Alors, dans ce chapitre, on va faire une introduction, on va parler de la pression et de la température, on va parler du transfert de chaleur, des processus thermodynamiques et enfin, on parlera des gaz parfaits. L'introduction. Qu'est-ce que c'est qu'un système thermodynamique? Un système thermodynamique peut être quelque chose qu'on veut étudier. Par exemple, si on veut étudier un gaz, c'est un gaz. Si on veut étudier un solide, c'est un solide. Ça peut être un liquide, ça peut être aussi un mélange de liquide et de gaz. Par exemple, si je prends cette seringue, il y a dedans de l'air. Donc, le système thermodynamique qu'on veut étudier, c'est l'air qui est dedans. Et ce qui reste, ce qu'on appelle l'entourage, c'est le milieu extérieur. Donc, le milieu extérieur, c'est tout ce qui entoure cette seringue qui contient de l'air. Maintenant, on peut avoir des systèmes isolés. Qu'est-ce que c'est qu'un système isolé? Un système isolé qui ne change ni matière ni énergie avec son entourage. En conséquence, son énergie est conservée. Par exemple, si je considère l'univers tout entier comme un système isolé, alors son énergie se conserve. Mais à l'intérieur d'un système quelconque, qui peut être soit isolé, soit non isolé, il y a échange de chaleur, d'énergie et d'autres choses. De travail, par exemple. Alors, par exemple, si on fait une réaction chimique, l'énergie chimique peut se transformer soit en chaleur, soit en travail, soit en énergie électrique, etc. On parle aussi d'un système fermé. C'est un système qui ne change pas de matière avec son entourage. Et en général, c'est ce qu'on utilise en physique, les systèmes fermés. Pour étudier un système thermodynamique, on a besoin de ce qu'on appelle les variables d'état. Alors, les variables d'état d'équilibre d'un système thermodynamique sont la pression, la température, le volume et la quantité de matière qui contient le système. On va prendre un exemple. Supposons qu'on a de l'air dans cette seringue. Alors, par exemple, le volume ici est 20 millilitres. La pression, si cette seringue est ouverte, donc la pression est la pression atmosphérique. Aussi, si elle est ouverte par rapport à l'atmosphère, la température, c'est la température de l'atmosphère, par exemple aujourd'hui, 20 degrés Celsius. Donc, mais la quantité de matière, il faut la calculer en connaissant le volume et la masse volumique, par exemple, de l'air ici, on peut trouver N. Dans ces variables d'état, il y a ce qu'on appelle les grandeurs extensives et les grandeurs intensives. Les grandeurs intensives ne dépendent pas de l'extension du système, de la quantité de matière du système, comme la température et la pression. Prenons un exemple. Supposons qu'on a 2 bouteilles contenant de l'eau, chacune 1 litre. Et ils sont les deux à la température 20 degrés Celsius et ils sont à la pression atmosphérique. Bon, je mélange les deux. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 litres d'eau, mais avec la température qui ne va pas changer, qui va être 20 degrés Celsius, et la pression qui va être une atmosphère.
Donc T et P ne présentent pas la propriété d'additivité, donc ils sont intensifs. Maintenant, on va passer aux grandeurs extensives. Ce sont celles qui dépendent de l'extension du système ou bien de la quantité de matière. Alors, si je prends l'exemple précédent, c'est le volume qui a changé. Donc, 1 litre plus 1 litre, ça fait 2 litres. Donc, c'est une grandeur extensive. Alors, si on veut étudier un système thermodynamique, on parle de ce qu'on appelle l'équation d'état. L'équation d'état, c'est une relation entre P, V, T et N. Par exemple, si je prends un gaz parfait que vous connaissez, la relation c'est P fois V égale nRT. Maintenant, parlons de la pression et de la température. Alors la pression, par définition, c'est la force par unité de surface. Alors, par exemple, si j'appuie avec ma main sur la table, j'exerce une force sur la surface dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une pression. Plus la force est grande, plus la pression est grande. Et plus la surface est petite aussi, la pression va augmenter. Donc si j'appuie avec ma main comme ça, ce n'est pas la même chose que si j'appuie sur mon doigt. Le doigt, il a la surface plus petite, donc la pression va être plus grande. Alors, l'unité de pression dans le système international, donc vous voyez la force, c'est Newton. La surface, c'est des mètres au carré, donc ça va donner des newtons par mètre carré. C'est ce qu'on appelle le pascal dans le système international. Il y a d'autres unités aussi pour mesurer la pression, par exemple l'atmosphère, le millimètre de mercure, etc. Alors, les instruments pour mesurer la pression, ça s'appelle les baromètres. Nous avons ici un baromètre, ici, et on peut voir que lorsque, par exemple, j'augmente ici, regardez, le baromètre change de valeur. Voilà, voilà, voilà. Le volume diminue et la pression augmente. Je peux faire le contraire. En augmentant le volume, la pression change aussi, comme vous le voyez ici. La température. Alors, on mesure la température avec les thermomètres. Il y en a plusieurs types de thermomètres. Et ici aussi, il y a 3 échelles de température. L'échelle centigrade, c'est ce qu'on utilise ici au Maroc. Et il est relié avec l'échelle absolue de Kelvin, qui est l'échelle scientifique, par la relation TK égale à TC plus 273,15. Les anglo-saxons utilisent ce qu'on appelle l'échelle Fahrenheit, F. Et celui-là est relié avec le Celsius par la relation TF égale à 9 sur 5 TC plus 32. Maintenant, on passe au transfert de chaleur. Et le principe zéro de la thermodynamique, il a plusieurs formulations. Nous, on va utiliser la formulation la plus simple qui dit que la chaleur passe du corps chaud au corps froid. Il y a d'autres formulations que je ne vais pas citer. Le transfert de chaleur entre deux corps, je prends deux corps A et B de même masse, mais qui ont des températures différentes. TA différent de TB. Je mets une paroi de séparation isolante qui permet de maintenir la température TA et TB. Maintenant, je vais les mettre ensemble, un à côté de l'autre. À un certain moment, on a ce qu'on appelle équilibre. C'est-à-dire que la température des deux corps A et B deviennent la même, TF. Alors, pour déterminer TF, on utilise le principe zéro de la thermodynamique qui dit que la chaleur reçue par le corps froid, c'est celle donnée par le corps chaud. Ça veut dire que la chaleur QA égale à moins QB, ou bien QA plus QB égale à 0.
Bon, je suppose qu'il n'y a pas de variation de volume, ni variation de pression, seulement la température qui varie. C'est-à-dire que MA, CA, TF moins TA plus MB, CB, TF moins TB égale 0. Et avec cette relation, je trouve la température finale, qui est TF égale MA, CA, TA plus MB, CB, TB sur MA, CA plus MB, CB. Alors, les quantités CA et CB, c'est ce qu'on appelle les chaleurs spécifiques et ils se mesurent en joules par gramme par Kelvin. On peut aussi les mesurer par joule par kilogramme par Kelvin. Ça dépend des données de l'exercice, par exemple, si on veut résoudre un exercice. Je prends maintenant justement un exemple. Je prends un corps de masse 1 kg qui est à la température 80 degrés Celsius et je le mets en contact avec un autre corps de même masse mais avec la température différente, 20 degrés Celsius. Je donne les chaleurs spécifiques CA et CB et je cherche la température finale quand je les mets en contact. J'utilise la formule précédente numéro 1 et je calcule, je trouve que la température finale est 60 degrés Celsius. Maintenant, parlons des processus thermodynamiques. Quand on a un système thermodynamique, il va subir en général des transformations. Ça peut être une transformation, 2 transformations, 3, etc. ou plusieurs transformations. Jusqu'à un certain moment, il va arriver à l'équilibre. Alors, il se peut que le système passe d'un état initial à un état final, c'est-à-dire un processus ouvert, ou bien il se peut qu'il subit un cycle, c'est-à-dire qu'il commence d'un état initial I, fait plusieurs transformations, A, B, C, D, etc. Et vers la fin, il va revenir à son état initial. C'est ce qu'on appelle un cycle thermodynamique. Alors, dans les processus thermodynamiques, il y a plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle un processus quasiment statique ou presque équilibre. Et dans ce cas-là, on a une infinité d'états d'équilibre, c'est-à-dire qu'on va plus ou moins doucement. Il y a ce qu'on appelle un processus réversible, et là, c'est-à-dire qu'on peut aller d'un état I à un état F, et on peut revenir par le même chemin. C'est ce qu'on appelle réversible. On parle aussi de processus non quasi-statique, et dans ces conditions-là, on passe par une variation rapide. Maintenant aussi, puisqu'on a parlé de réversible, il y a des processus qui sont irréversibles, spontanés et réels. En général, dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. Les processus naturels, en général, ils sont irréversibles. Par exemple, si on vieillit, on ne peut pas revenir à l'âge d'un bébé. Maintenant, prenons un exemple de transformation quasi-statique. Alors, je prends un gaz qui est à la température P0, V0, T0. Je presse avec quelque chose pour diminuer le volume. Si la succession d'états d'équilibre est réalisée, j'ai presque la pression extérieure égale la pression du gaz, quel que soit le temps. Alors, dans ces conditions-là, je parle de quasi-statique. Alors, si le processus passe par des états intermédiaires non équilibrés, alors, dans ces conditions-là, la pression extérieure est différente de la pression du gaz, quel que soit le temps, et je parle dans ces conditions-là d'un processus non quasi-statique. Maintenant, passons au gaz parfait. Alors, c'est un modèle. Et dans ce modèle, on considère que les particules
qui peuvent être des atomes, des molécules, des ions, sont identiques et qui prennent un volume. En général, quand on parle de gaz parfait, le volume doit être grand. Alors, ces particules, ils vont avoir une masse et ils vont avoir en général des interactions. Mais pour un gaz parfait, on parle de particules sans interaction entre elles. Alors maintenant, si je veux calculer l'énergie de gaz, je calcule par l'addition de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Alors l'énergie cinétique ici est due à l'agitation thermique puisque les particules se déplacent à l'intérieur du volume. Mais l'énergie potentielle, je vais considérer que c'est un zéro. Il n'y a pas d'interaction ou les interactions sont tellement négligeables qu'on peut négliger cette partie. On a la loi des gaz parfaits qui relie la pression, les paramètres d'état, la pression, le volume, le nombre de moles et la température. Et cette relation, c'est PV égale nRT. Cette relation, on va l'utiliser souvent quand on a un gaz parfait. Si on travaille avec la masse au lieu du nombre de moles, la relation devient PV égale M, petit m sur grand M fois R fois T, puisque le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Alors, remarque, en général, un gaz peut être parfait si sa pression est très faible, c'est-à-dire un volume assez grand, et qu'il est loin de son point de liquéfaction, c'est-à-dire on n'est pas dans la température élevée. Le processus usuel pour les gaz ou pour les transformations thermodynamiques, on va travailler souvent dans ce qu'on appelle la représentation de Clapeyron, PV. Faites attention ici en thermodynamique, l'axe P, c'est l'axe des ordonnées, et V, c'est l'axe des abscisses. Contrairement aux mathématiques, lorsqu'on dit XY, X, c'est l'axe des abscisses, tandis que Y, c'est l'axe des ordonnées. Donc, faites attention ici en thermodynamique, PV, P, c'est l'axe des ordonnées, et V, c'est l'axe des abscisses. Alors, si je considère la relation PV égale nRT, si je prends T égale constante, c'est-à-dire on a une transformation isotherme, alors regardez, le produit PV devient une constante. Et PV une constante, vous avez la courbe, une hyperbole. Maintenant, je considère une autre transformation dans laquelle le volume est constant. Je prends ma relation PV égale nRT. Alors, regardez si le volume est constant. Dans le diagramme de Clapeyron, on a une droite parallèle à l'axe P. C'est-à-dire V ne change pas. La V initiale égale à V finale. Maintenant, je considère un autre type de transformation, ce qu'on appelle isobare, c'est-à-dire la pression reste constante. Je prends toujours la formule PV égale à nRT, donc P est une constante, donc alors j'aurai une droite parallèle à l'axe des volumes. C'est-à-dire que la pression de l'état initial, c'est la même que la pression dans l'état final. Voilà, on termine ce chapitre.